You must know Gatsby. Vive le cinéma français. Pensez pas que vous avez effacé de mal comme ça autour de vous. Pas content. Tu as une tête de déterré, Robert. Why so serious? Vous avez vu une vraie licorne vivante? Pourquoi tu pleures? Maybe I'm not good enough. I'm Captain Jack Sparrow. Vous voulez tout savoir de l'actualité du cinéma, les critiques, le calendrier des sorties, les infos exclusives et la possibilité de gagner plein de cadeaux? Vous êtes au bon endroit, bienvenue dans Clapement 5. Je m'appelle Aurélien Rapatel et je suis ravi de vous retrouver comme tous les lundis, mercredis et vendredis pour un nouvel épisode de votre podcast cinéma préféré. Et merci de la part de toute l'équipe d'être toujours plus nombreux à nous écouter. D'ailleurs, si vous nous écoutez sur Apple Podcast, vous pouvez dès maintenant nous mettre 5 étoiles pour nous soutenir au mieux. On a tous nos petites habitudes quand on va au cinéma. Est-ce qu'on se place plutôt en haut, plutôt sur le côté, plutôt en bas? Et est-ce qu'on a l'habitude de papoter avant le début des bandes annonces? Est-ce qu'on aime boire un verre après le film pour débriefer? Eh ben écoutez, avec Clapement 5, c'est exactement ça, une belle bande d'amis qui, plutôt de clapeurs d'ailleurs, qui sont là rien que pour vous. Et les voici aujourd'hui. Notre première clapeuse et comédienne, c'est Paula Fraison. Bonjour. Nous retrouvons ensuite notre producteur artistique de Canal+, passé par la série Kaamelott, c'est Florian Guillot. Bonjour Aurélien Rapatel. Merci beaucoup. La dernière clapeuse et journaliste cinéma, c'est Lisa Andréazoli. Bonjour tout le monde. Et elle se moque beaucoup moins de moi, c'est très agréable. Mais c'est vrai qu'à chaque fois, je fais un Rapatel. Rapatel. On t'épargnera pas. Tout le monde va bien Rapatel. en ce petit lundi? Très bien. Oui. Comme un lundi. Eh ben écoutez, si vous voulez avoir La un bon mauvaise blague. si vous voulez avoir un bon C'est argument une belle ref. demain matin à la machine à café pour expliquer à Michel ce qu'il faut aller voir en ce moment au cinéma, bah vous êtes au bon endroit. Écoutez, on vous dit tout sur Clapement 5. Et le lundi, c'est les critiques de la ravioli. reine. Qu'est-ce qu'il dit? C'est ravioli. C'est ravioli. Il a dit. Critique de la Reine des Neiges 2 sortie il y a quelques jours. Nous retrouvons Anna et sa sœur Elsa au pouvoir magique dans une nouvelle aventure pour sauver le monde en quête des secrets du passé. Voilà le résumé de ce second opus de la Reine des Neiges. Chers clapeurs, vous allez me donner vos notes, vos avis et puis en fin de podcast vos notes sur 5. 5 claps c'est la meilleure, 0 c'est la moins bonne. On va commencer avec qui? On va commencer avec notre spécialiste de l'animation, Florian Guillot. Oui, alors Oui. La Reine des Neiges 2, eh bien, je trouve que c'est exactement, pardon, La Reine des Neiges 2, je trouve que c'est exactement le film qui coche toutes les cases de la suite qui mise sur l'immobilisme et la nostalgie. Voilà, c'est-à-dire que Eh ben, Je suis d'accord merci. avec toi. ça commence bien. C'est plié. Bah, c'est pas tout à fait plié, On mais commence un bon lundi là. exactement. Je trouve que vraiment, on essaye de tirer le meilleur de ce qu'il y avait dans le premier film et de jouer là-dessus. Le moment où Elsa repasse devant une version d'elle qui était dans le premier film quand elle chante la fameuse chanson Libérée, délivrée et qu'elle rejette un petit peu ça parce qu'elle grandit, on est sur une métaphore de l'adolescence, de la recherche d'identité, de ce moment où on n'aime plus trop la version de soi qu'on était 5 ans avant parce qu'on est beaucoup plus mature maintenant et avant on était un petit bébé. On essaye toujours dans ce film de se raccrocher à l'opus numéro 1. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont aucune histoire à raconter dans le 2. Aucune histoire à raconter, les personnages n'ont aucun enjeu, le peu d'enjeux qu'ils ont et de choses à défendre, ce sont des choses qui sont tirées par les cheveux, de trouver des trucs avec les esprits, les je sais pas quoi, Elsa qui se rend compte de choses qui lui reviennent du passé, enfin, ça n'a ni queue ni tête, c'est pour moi vraiment tiré par les cheveux. Et ça donne un film qui est très beau visuellement. Il y a des choses qui sont magnifiques, notamment la bataille dans l'eau contre le cheval aquatique. En animation, c'est une des choses les plus difficiles à rendre, l'eau. Pendant très longtemps, la référence, ça a été la petite sirène. Et après, il y a eu le monde de Nemo. Il n'y a rien entre. C'est-à-dire que vraiment, c'est des choses très compliquées à faire. Donc il y a quand même quelques points positifs. C'est beau visuellement, mais scénaristiquement, c'est pas du tout abouti. J'ai une question, est-ce que tu avais aimé La Reine des Neiges 1? J'avais bien aimé La Reine des Neiges 1, mais pas adoré. C'est-à-dire que je sais qu'il y a des gens pour qui s'en sont fait une passion. J'ai bien aimé parce que j'ai bien aimé parce qu'ils ont raconté une histoire. Voilà, ils sont allés au bout de leur histoire. Il faut laisser ces personnages tranquilles maintenant. Ils sont allés au bout de leur histoire. Chacun avait des enjeux à défendre. Ils ont été réglés. Ils n'ont pas trouvé d'histoire et d'enjeux et d'objectifs suffisamment porteurs pour que ces personnages repartent dans des quêtes. Les quêtes, elles sont vaines, elles sont inutiles. Tout est... Et le marqueur que je trouve personnellement le plus flagrant de ça, c'est dans les films, qu'ils soient d'animation ou pas, quand les personnages comprennent tout trop vite. Il y a eu
je trouve que les personnages à chaque fois, et ça rend le film explicatif, notamment quand Anna, une statue se matérialise devant elle, et là elle va dire « Ah Olaf, ça y est, c'est bon, j'ai compris, cette statue elle représente mon grand-père et je comprends qu'il a attaqué dans le dos tel chef de tribu, donc maintenant ce qu'il faut qu'on fasse c'est aller casser le barrage parce que c'est ça qu'il faut faire, et non, ne t'inquiète pas, si les esprits nous ont dit de quitter Arendelle, c'est justement pour que quand on va casser le barrage, eh bien Arendelle va être mis sous les eaux, mais nous on sera partis. Mais c'est dit, c'est verbalisé comme ça, et elle en prend conscience tout de suite. Ce n'est pas possible, ce n'est pas crédible, il faut arrêter de prendre les gamins pour des imbéciles, c'est pas parce que c'est un film d'animation qu'il faut que ce soit bête. Alors je vais te répondre avec les mots de Jennifer Lee, donc c'est pas ce que je pense moi, parce que j'ai pas trop aimé le film, mais Jennifer Lee se défend en disant que ce second film... Je l'attends. Jennifer Lee et Chris Buck d'ailleurs, les deux réalisateurs, se défendent en disant que ce deuxième film, en fait, ils pensaient pas le faire, et puis en fait, c'est quand ils se sont dit, mais en fait, tout le monde leur a demandé, mais alors d'où viennent les pouvoirs d'Elsa, tout ça, et du coup ils se sont dit, ah mais il y a peut-être un truc à raconter dessus, et donc ils se sont dit, on va faire La Reine des Neiges 2 pour raconter ça. Voilà, c'est leur justification. Eh ben d'accord, mais je dans suis pas ce cas-là, sûr qu'elle soit valable non plus. Mais dans ce cas-là, faites le mieux. C'est-à-dire qu'il faut vraiment qu'elle ait envie d'aller chercher ses pouvoirs. Il n'y a pas besoin d'aller chercher des esprits qui j'en sais rien, se réveillent de je ne sais pas où. Elle est en droit de se poser cette question. Pourquoi est-ce qu'elle a des pouvoirs et pas sa sœur? D'où ça vient? Mais dites-le nous simplement. On est aussi en droit de laisser cette question en suspens et de pas toujours tout justifier en disant bah, ça vient de là, tout ça. Paula, La Reine des Neiges 2, est-ce qu'elle t'a givré de plaisir? Cette expression n'existe pas. I wish. Bah, bof. Alors, moi, je vais commencer par le positif. C'est que oui, je suis d'accord avec toi, Florian. L'eau là-dedans, mais mon Dieu, surtout toute la scène finale avec la vague, les gouttes, le cheval. La séquence où Elsa va se jeter dans l'eau est hyper effrayante pour les enfants. D'ailleurs, ça doit être assez effrayant, non? Oui, mais moi j'étais un peu stressée aussi. Je n'étais pas sereine. Bon, après, oui, je sais que c'est un Disney, ça, voilà. Mais j'ai eu du moment, j'étais à me dire, oh, il est pas gentil le cheval. Et ça m'a un petit peu. Je me suis dit, oh, un peu d'action. Voilà. Mais sinon, non, même la fin, quand il y a l'espèce de vague un peu tsunami qui va défoncer Arendelle, et bah elle arrive et tout, et elle givre le truc, et donc l'effet glace, tout ça, enfin je trouvais ça très beau, et même la forêt, enfin vraiment dans les visuels c'est très très beau, et il faut rappeler que quand même ils ont passé combien de temps, 6 ans je crois à bosser là-dessus, non ils se sont laissés un an après, donc il date de 2013 le premier, ils se sont laissés un an, ensuite ils ont commencé à peut-être réfléchir, un peu moins, ils ont fait des recherches, donc le film a dû se faire en 3 ans je crois. 3 bon alors j'ai dit une bêtise, mais c'est quand même, je pense qu'il y a un travail qui est pas négligeable au niveau de l'animation, et ça se voit. Par contre après moi le scénario j'ai trouvé ça vide, enfin je pars du principe que quand je peux deviner un quart d'heure avant ce qui va se passer, c'est qu'il y a un petit problème quand même, parce que j'étais pas à la réunion du scénario, donc je suis pas censée savoir. Notamment le coup, bah voilà, on voit tout le truc avec les géants, et tu vois tout le monde qui se dit oh là là, attention, mince, les géants c'est des méchants et tout. Et après, tu vois, le moment où elle commence à voir la statue et dit oh là là, je comprends. Et là, tu te dis, bah oui, elle va appeler les géants, ils vont défoncer le barrage. Ensuite, mais en fait, non, Arendelle va pas disparaître parce que Elsa, elle a dit au début que le drapeau, il flotterait toujours. Juste pour ça, après, t'es adulte, effectivement. Les enfants n'ont peut-être pas toutes ces choses-là. C'est pour un public enfant qui n'a peut-être pas pensé tout ça. Donc, certes, ça vient peut-être de là aussi. Mais c'est alors. Possiblement, mais je pense qu'il y a aussi d'autres Disney ou d'autres films où il y a des trucs enfants comme adultes, bah tu te laisses plus surprendre, quoi. C'est pas un critère, quoi. Je pense que je suis d'accord avec ce que disait Florian, on n'est pas obligé de les prendre pour des cons, les gamins. On peut faire des trucs un peu plus compliqués avec des twists et moins de facilité d'écriture que ça. Et alors bon, j'adore les bébés animaux, et Disney à chaque fois me rechoppe par la main et m'entraîne très fort là, avec ça. Donc les bébés rennes, si vous voulez en voir plein, allez-y. Et l'espèce de petite salamandre lézard qui prend feu là, il est très mignon. Donc ça, tu sens que ça va finir en produits dérivés Disney qui vont vendre 15 euros le. Absolument, mais c'est quand même très mignon. Et moi en fait, ce que j'ai pu apprécier du film, au-delà de la relation complètement creuse entre comment elle s'appelle, Anna et Christophe. Anna et Christophe, mais Anna en fait elle devient débile. Elle a des trucs où, enfin franchement on dirait la relation, les clichés d'une, pardon pour mon discours peut-être militant, mais enfin les clichés d'une relation un peu hétéro classique, tu vois, genre même mauvaise comédie romantique, genre en mode oh non, mais à chaque fois elle va pas voir qu'il va essayer de la demander en mariage, gna gna gna. Mais enfin les gars, passez à autre chose, quoi. Genre enfin on peut faire autrement.
Donc moi ça m'a saoulée. Et ce que j'ai un peu plus préféré, mais bon, c'est même pas une préférence, c'est les refs qu'il y avait dedans. Genre, il y a toute la séquence où ils sont dans le traîneau et ils vont vers l'espèce d'endroit qui a pas tellement de nom, la source, là, qui a un nom imprononçable. Et ils sont dans le traîneau. Et en fait, pour moi, ça, c'est des références à Shrek. Genre, tout le moment où ils vont à Shrek 2, quand ils vont à Fort Fort Lointain et où il y a l'âne dans le carrosse qui est insupportable, bah là, c'est pas l'âne, c'est Olaf. Moi, ça m'a fait penser à ça, mais je suis pas sûr que ce soit une référence souhaitée Pour moi, c'est quasiment plan par plan les mêmes trucs. Genre, il y a un plan vu dessus, il y a un plan dans le virage, il y a un plan où ils descendent une côte et tout. C'est exactement la même chose. Donc, bon, c'est peut-être mais bon, c'est peut-être pas vu comme un hommage ou quoi, mais en tout cas, c'est monté pareil. Une question avant l'avis de Lisa, vous l'avez vu en VF ou en VO, Florian ? En VO. En VO. Moi, voilà. VO aussi. Moi, VF. Et moi aussi VF. Donc comme ça, on est à moitié-moitié de langue. Ouais, si je dois conclure sur ce que j'ai à dire, moi je pense que c'est quand même... c'est très beau visuellement. Scénaristiquement, c'est quand même, ça va pas. Et il n'y a pas grand-chose pour relever le niveau. Même s'ils essayent de faire... tu vois, de jouer avec les leviers habituels, des petits animaux, des petits trucs mignons et tout, des sidekicks sympas. Et moi, le seul truc qui m'a un peu... que j'avais vu, parce que j'étais un peu influencée probablement ce que j'ai vu sur les réseaux, de beaucoup de gens dans la communauté LGBTQI+, qui parlaient en fait d'une forme de lecture un peu LGBT, quoi, de Elsa comme un personnage qui se fait un peu son coming out à elle-même, etc. Moi, ça, je l'ai beaucoup vu dans le... J'ai compris comment on pouvait avoir cette lecture-là à partir du moment où elle est toute seule, elle se coupe de sa famille, elle traverse un peu tout un passage comme ça et elle sort de la grotte un peu toute changée. Je peux comprendre comment on peut avoir cette lecture-là, voilà. Donc c'est à peu près le seul truc. Je me suis dit, bon, c'est lisible un peu autrement, mais bon, même c'est pas un film qui traite de ce sujet-là et c'est pas et si c'était voué à faire une lecture discrète de ça, je trouve que quand même ils auraient pu mieux faire. Voilà. Lisa, quel est ton avis sur La Reine des Neiges 2 ? Le problème c'est que ils ont beaucoup dit de choses que je pensais, donc Comment peux-tu compléter ? Voilà. Comment je peux compléter ? Je pense que je vais juste rejoindre un truc qu'a dit Paula. À un moment, en fait, c'est vrai que Anna, elle a comparé. Moi, j'avais bien aimé le 1. Voilà, c'était pas non plus le Disney genre en top de liste, mais j'avais bien aimé le personnage d'Anna, puisque elle était censée être courageuse, entreprenante et tout, donc une figure assez sympathique. Et là, mis à part le fait que ça soit le couple un peu hétérocentré, en mode il va pas cramer, elle va pas cramer, machin, nanana, moi c'était parce que ça, à la limite, bon, allez, vas-y, on passe, c'est pas grave. Moi, ce qui m'a vraiment choquée, c'était le côté crise de nerfs. Enfin, pas crise de nerfs, mais à un moment, il lui dit oui, c'est vrai que t'étais un peu folle. Quoi, je suis folle ? Moi, je suis folle ? Wow. Alors, moi, c'est un comportement qui est un peu... cliché hystérique, je trouve. Voilà, merci. Moi, exactement ça. Cliché hystérique. Et moi, je pense que c'est plus du tout le genre de comportement qu'on peut montrer dans un dessin animé. Enfin, ça n'a pas sa place. Je pense qu'ils n'ont pas voulu le faire comme ça. Ils ont voulu le montrer, le personnage très spontané, vif d'Anna, ouais, qui est toujours en train de faire un truc, tout ça, en train de réagir, et du coup... Mais ça devient cliché. Ça devient cliché. Et à la limite, j'aurais préféré que à chaque fois, elles comprennent pas, enfin, pas qu'elles comprennent pas, mais qu'elles ignorent les avances de Christophe, tu vois. Ouais. Dans le sens où elle est peut-être... Moi, dans le scénario, j'aurais pu s'imaginer la nana trop prise de tête, enfin, elle est tellement prise par l'aventure, par le bien-être de sa sœur, qu'elle voit pas son copain. Ça, à la limite, voilà. Mais là, c'est vraiment, je fais des crises, je suis hystérique, et ça fait un peu la bonne femme hystérique, quoi. Ouais. C'est non les gars, on peut pas montrer ça, c'est pas normal, alors que vous êtes censé avoir une héroïne courageuse qui va à l'aventure et tout, quoi. Moi, je suis d'accord avec ce que vous avez dit. Je trouve que c'est pas une très bonne suite. Moi, je me suis un peu ennuyé pendant ce film-là. C'est alors que moi, les dessins animés, ça fonctionne très bien sur moi. Je suis très bon public. Ouais, moi aussi. J'ai gardé mon âme d'enfant. Écoutez, mais non, là, j'ai pas vraiment suivi. Je me suis un peu ennuyé. Le seul, qu'il faut le dire, qui sauve l'histoire, c'est quand même Olaf, qui est un personnage particulièrement drôle, et dans la VF, la séquence doublé par Danny Boone, mais qui est à mourir de rire. Donc en VO, il s'appelle Josh. Je sais plus comment c'est celui qui. C'est celui qui s'appelle Josh.
Josh Gad, c'est ça, celui qui jouait dans La Belle et la Bête, le live action, qui jouait le fou. Et donc je sais pas en VO, mais en VF, Danny Boone est très très drôle. En VO, c'est drôle aussi. Et Olaf, quand même, il fonctionne tout le temps, il est toujours très drôle. Donc ça, je pense que les enfants vont beaucoup rire avec ce personnage-là. Il y a une séquence qui est absolument incroyable où Olaf te raconte ce qui s'est passé dans La Reine des Neiges 1, mais c'est à mourir de rire. Moi, j'ai adoré cette séquence-là. Je trouve que ça, c'est très drôle, ça fonctionne énormément. Et Paula m'a dévoilé, je suis dégoûté. Donc si vous allez le voir rester dans la scène post-générique, puisqu'apparemment il y a une scène post-générique. Ah bon Oui, il y en a une où en fait, moi au départ j'étais censée partir et puis en fait je discutais avec ma pote et tout, à Sarah, gros bisous à toi. Dédicace. Voilà, dédicace au passage. Et on parlait du film et tout, on faisait un débrief et puis en fait à un moment donné je lui dis bah ouais, ça se trouve il y aura une scène post-générique. Elle m'a dit bah non, c'est pas un Marvel et tout machin. Et en fait là après on a vu ça et c'est Olaf qui raconte du coup La Reine des Neiges 2. Et il fait tout le pitch en mode genre ah ouais et machin meurt mais machin revient et tout. Bon, j'ai spoilé, désolé les gars. Comme la je crois qu'on a bien spoilé là. Ouais. D'accord. Comme ce qu'il fait la première fois. Comme ce qu'il fait la première fois, mais avec le 2 et il le fait vite drôle. fait, c'est mignon. Et ça fait c'est vrai que ça fait un peu comme les Marvel et tout, mais c'était fun quoi. Moi ça m'a pas gêné ce côté. Je trouvais pas que ça faisait Marvel, c'est vraiment le personnage qui est dans son monde. Non mais je parlais de la scène enfantin. post-crédit, tu vois. Ah oui d'accord, oui ça. Ce geste-là. Mais en tout cas donc Olaf ça fonctionne, je suis d'accord. La séquence dont vous parliez avec l'océan qui est très impressionnante et qui visuellement fonctionne énormément. Mais à part ça c'est quand même vraiment un manque d'inspiration. Ils ont voulu parler d'écologie mais bon ça c'était vraiment avorté ou alors c'était vraiment la poudre saupoudrage bien pensant mais qui est même pas fait au bout. Quoi. Mais ça fonctionne pas vraiment, on n'est pas vraiment, on se dit pas tiens il y a pas un message fort quoi. Ouais, alors qu'ils auraient grave pu le faire mais oui même ils avaient de quoi mais je pense qu'ils voulaient le faire. Je pense que vraiment de ce que j'ai vu de la réalisatrice c'est quelque chose qui lui a importé, mais je pense qu'elle a pas réussi ce pari là. Tu voulais dire un truc Florian? Non je disais pardon vas-y Lisa. Non vas-y t'inquiète. Comme autre scène qui marche bien, il y a quand même la chanson de Christophe. Qui est alors peut-être j'allais parler des chansons. Voilà c'est pour ça. Non mais vas-y je te laisse. Moi aussi. Que en gros moi juste ce que je voulais souligner c'est que dans le 1 on avait des chansons assez psychologiques etc. Là on a des chansons, moi j'appelle ça des chansons de situation. C'est-à-dire elle marche, elle va chanter qu'elle marche. Oui. On n'est pas dans Dora l'exploratrice. Au bout d'un moment, voilà, on a dit, les enfants, ils sont pas bêtes et ils voient les mêmes choses que nous. Et les chansons, on tombe vraiment comme un cheveu sur la soupe. Ouais. C'est très mal amené, je trouve. C'est super, c'est très mal amené. Cliché comédie musicale, vraiment. Oui, je me suis tout dit, à fait. Et justement, là, c'est la chanson de Christophe. Quand je l'ai écoutée, je dis, oh non, mais les gars. En plus, une chanson d'amour, c'est quand même le truc un peu le plus facile à amener et tout. Il faut la décrire pour les auditeurs. Du coup, c'est une chanson où du coup, Christophe parle de son amour pour Anna, son amour un peu contrarié. Et c'est très cliché, années 80, tout ça. Et parodie, on voit un plan qui rappelle les plans qu'il y a eu de Queen, des clips de Queen. Mais je trouve que moi, j'ai trouvé que ça fonctionnait pas. L'idée est drôle de faire un truc un peu parodique. Mais en fait, le film est tellement gnangnan que ça, c'est du coup gnangnan et ça se veut second degré. Mais le film est comme ça, donc en fait ça fait premier degré aussi. Ça reste dans la même veine que le film, alors que ça se voulait un peu tiens on se moque des trucs gnangnan, mais en fait ça fonctionne pas. Paula. Moi un truc que j'ai remarqué c'est que premier film il y avait quand même tous les gamins et dans toutes les langues et pendant des mois on avait été bassinés par Let It Go et j'en pouvais plus. Pendant des ans même. Oui, ça a duré des années cette torture et bon ça avait au moins le mérite d'avoir une BO où t'as une chanson, elle te marque, tu vois. Là, en sortant de la séance, à part éventuellement l'espèce de petite voix bizarre qui attire Elsa, et qui, moi, a posteriori, m'a fait penser quand même à un truc qu'on entend à l'aéroport, en mode aéroport de Paris, bienvenue, et ça fait un peu générique comme ça, mais la musique est pas si marquante que ça. Enfin, dans les chansons, je parle pas de la BO, mais juste des chansons. Il y a pas un truc où tu sors et tu chantes le truc, tu vois, comme en sortant de La Land et tu chantes les chansons. Là, celle qu'ils ont voulu faire, c'est dans l'inconnu. Into the Unknown. Non, dans un autre monde en VF, mais ça fonctionne pas, ça fait pas une musique. Toutes les musiques sont comme ça. Moi, j'avoue que je l'ai eu quand même un peu dans la tête à la sortie du film. Ouais, moi j'étais capable d'avoir juste le refrain, tu vois, mais j'avais pas. Voilà. C'était pas aussi important que ce qu'on pouvait avoir avec le premier film. Ouais, c'est moins fort, c'est moins rythmé, c'est. Et quelle note du coup donnez-vous à La Reine des Neiges 2? On va commencer avec Florian. Moi, je lui donne la note d'1,5. Ah oui, oh là, je crois que c'est une des pires notes qu'on a reçues jusque-là. Ouais, parce que c'est pas bon. Paula, quelle note pour Moi, 2,5 parce que ça m'a pas emporté.
tant que ça. Pour toi? Moi, je vais rejoindre Lisa. Paula avec un 2,5, je pense. Moi je vais mettre 2 parce qu'effectivement ça m'a pas fasciné non plus. Ça fait une moyenne de 2,125, donc on va dire 2 claps sur 5. Donc bon, on vous recommande pas vraiment La Reine des Neiges 2. Je pense qu'il y a d'autres films à aller voir au cinéma plus Pour plus les intéressants. enfants, allez. Ah oui, pourquoi pour pas. les enfants, pour Olaf et peut-être pour la scène post-générique, il faut bien penser à voir. Voilà. C'est la fin de cet épisode, merci à vous tous de l'avoir suivi, merci à tous nos clappeurs, mais aussi à Ciné7, à nos partenaires OCD, Univers Ciné et le Forum des Images. N'oubliez pas de liker le podcast et de le partager au maximum. Si vous nous écoutez sur Apple Podcast, vous pouvez nous laisser une note sur 5 pour nous soutenir au mieux, on compte sur vous. Suivez-nous aussi sur Instagram, Facebook et Twitter avec le nom @clap5 pour ne rien rater de l'actualité du cinéma et pour gagner plein de cadeaux. On se retrouve dès mercredi avec un débat passionnant. Le cinéma français est très critiqué, on lui reproche de ne faire que des comédies commerciales ou des films d'auteurs pompeux, mais ces reproches sont-ils justifiés? Pour le savoir, rendez-vous mercredi sur Clapement 5 et d'ici là, allez au cinéma!